ici, pour la première fois depuis juin 40, des Français se sont battus contre des Allemands. Des Français qui, dès le début, ont refusé la défaite. J'essaye de retrouver où j'étais. Mais c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de traces, parce qu'avec le vent de sable, le vent, etc., pendant 70 ans, il y a eu de quoi combler les trous. Abir Hakeim est une bataille extrêmement importante, parce que 3700 Français libres ont bloqué 32 000 soldats ennemis durant 15 jours. 15 jours qui ont changé le sens de la guerre. Sans nous, les combattants du général de Gaulle qui étions à Abir Hakeim, Rommel et ses troupes auraient pu foncer sur l'Égypte. Ils auraient pu sans problème atteindre le Caire et surtout prendre le canal de Suez, ce qui aurait été une catastrophe. If we are not careful, he's going to push us back into the Mediterranean. Ah, here he is. Come in, Colonel. And we simply have to stop Rommel, or the war is lost. He's been a threat ever since he landed in Libya with his Africa Corps to save his Italian allies. Reports are coming in that his armoured divisions are now ready to begin a new push. Things couldn't be worse. After 2.5 years of war, what have we? Defeat upon defeat. Europe under Nazi rule, Hitler about to grab the Caucasus oil fields, and Japs all over the Far East. At least the Americans have decided to join us in the war at last. Too late, for heaven's sake. Too late. Keep to the point, please. Our job is to prevent Rommel from reaching Cairo and getting his hands on the Suez Canal. If the Nazis control Suez, the Mediterranean will be German, and Hitler will be one huge step closer to victory. Well, what have we here, Colonel? Our plan to stop the Africa Corps. Starting from Gazala on the coast here, we suggest laying a minefield stretching 40 miles all the way down to here and coming back up here to form a V. A V for victory. Or V for vengeance. The 1st South African divisions here and here. The British infantry here and here. And the 1st Free French Brigade here at Bir Hakeim. The 3rd Indian Brigade to the southeast. To the east, the 7th. On arrive à Abir Hakeim, c'est une grande étendue plate. C'était uniquement du sable, de la rocaille. On voyait à perte de vue. Hein. Il n'y a pas de collines, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien. Que le désert plat. Ben, c'est un trou paumé, ça, et c'est toujours un trou paumé d'ailleurs. Il y avait un vieux fort qui était là. Il y avait soi-disant un point d'eau, mais il n'y avait pas de flotte. D'ailleurs, le mot Bir, ça veut dire puits. Hakeim, le puits du sage. Je me suis engagé dans les forces françaises libres le 1er juillet 1940, après avoir entendu le discours du maréchal Pétain, qui m'a tout de suite révolté, et là j'ai décidé de partir, comme beaucoup de mes camarades qui étaient à Abir Hakeim, et dont vous avez interviewé certains. Et je me suis retrouvé donc dans la première brigade française libre, à Abir Hakeim, dans le désert de Libye. Ça, vraiment, c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est un pays effroyable, effroyable. Ceci étant, c'est idéal pour faire la guerre. Ça, on n'abîme rien. Il n'y a rien à casser.
Et c'est le général Koenig qui a terriblement insisté pour qu'on creuse et qu'on s'enterre. C'était très dur parce que c'était de la roche, c'est pas du tout du sable. Et il fallait la baramine, les explosifs, enfin, pour arriver à faire des trous. On ne croyait pas qu'il allait y avoir des combats. On ne savait pas ça. Ils nous ont dit, il faut vous enterrer quand même. On ne sait jamais. Parce que là, en race campagne, les Allemands vont arriver, les Italiens, etc. Bon. Koenig, qui avait fait la guerre de 14, avait compris que nous étions partis pour une guerre de siège. C'est le seul combat de siège qui a été tenu par les forces françaises. Ça, c'est le départ de Nouméa. C'est le bataillon du Pacifique qui part la direction l'Australie d'abord, ensuite Suez. Il y avait 300 Tahitiens et 300 Néo-Calédoniens. C'est le bataillon du Pacifique numéro 1 que Broche a ramené de Tahiti et de Calédonie. On l'aimait bien. D'ailleurs, les Tahitiens l'appelaient le père. Ainsi, à Bir Hakeim, il y avait 2 bataillons de Légion, un bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique. Il y avait un bataillon du Bangita et Tchad, avec des Noirs qui pouvaient se demander ce qu'ils faisaient là. Les unités anti-aériennes et les fusiliers marins qui les servaient. Il y avait quelques éléments nord-africains. Il y avait tout, avec la Légion qui apportait son tribut, bien sûr. Ça a permis de constituer une brigade, comment dirais-je, qui était riche. Riche de valeurs, riche d'hommes, riche de sentiments, tout ce que vous voulez. Vous voyez, là, on a la tenue anglaise, avec le casque anglais. Nous faisions partie de l'armée britannique, là-bas. C'était pas l'armée française. La brigade française libre était incorporée à la 7e division blindée anglaise qu'on appelait les Desert Rats, les rats du désert. On était avec le 15 Roy Ralph et la Rifle Brigade pour faire l'infanterie. Alors, voyez, la position de mon groupe à Bir Hakeim. Regardez le désert, il n'y a que des cailloux. Vous voyez, on est peu nombreux. Là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. On est 5. Nous avons eu le temps de nous installer, de préparer la défense de la position. Tout le monde était bien installé, tout le monde bien relié les uns aux autres. D'habitude, quand on installe des batteries d'artillerie, il y a le front et l'arrière. Et là, il était prévu qu'on pouvait être encerclé. Chaque canon pouvait tirer sur 360 degrés, ce qui était tout à fait inhabituel. Nous avions 4 batteries de 6 canons et un peu aux 4 coins. Et ces batteries avaient été orientées de telle sorte qu'une batterie pouvait tirer sur tel endroit, et même les 3 autres batteries. C'était un travail d'une intelligence formidable. Nous avons parfaitement monté, comment dirais-je, un peu comme si on avait construit une fortification à la Vauban. Nous avions installé des champs de mines extrêmement importants, canalisation éventuelle des forces ennemies vers certaines positions pour qu'on puisse mieux les attraper et les détruire. Mais en même temps, nous faisions des raids, ce qu'on appelait des jog colonnes. Alors en partant vers l'ouest, on allait à la rencontre des avant-gardes allemandes qui pouvaient traîner dans le désert. Les jog colonnes, c'est des colonnes mobiles d'environ une centaine d'hommes avec de l'artillerie, de la DCA, des véhicules qui vont vite, des chenillettes. Et ça se balade dans le no man's land. Ça fait très combat naval, quand on rencontre ou on rencontre pas les Allemands. Oui, Mesmer appelait ça la guerre de course, comme entre pirates, en plein océan.
Là, c'est dans le désert. Une pause dans le désert. Toujours des cailloux. Avec le casque colonial. Oui. On allait tâter l'ennemi pour essayer de faire des prisonniers, mais c'était pas évident d'en faire. Koenig nous disait « ramenez-moi un Italien ». Chaque fois, il nous disait ça. Ah ben, ramenez-moi un Italien, c'est pas facile hein, de ramener des Italiens comme ça. Enfin, on a essayé. On a réussi des fois. Alors, on a pris un prisonnier. Un prisonnier, hop, on l'a coincé et la section est rentrée avec un prisonnier. C'est arrivé. Et alors, on dit, voilà l'Italien. On l'a donné à Koenig. Alors, Koenig, je ne sais pas ce qu'il en faisait. Hein. Sans doute qu'il interrogeait ou... Ah oui, il interrogeait. Pour savoir où sont les lignes et tout ça. Enfin, ça, c'est son problème. Hein, c'est pas le nôtre. C'est comme ça que j'ai ramassé mon pistolet allemand, en tirant sur un pauvre gars qui s'était égaré avec un petit blindé. Un petit blindé, bien, avec 40-75 au but perforant, c'était méchant, surtout à 300 mètres. Bon, on a réalisé quelques coups. Apparemment, c'était rien, mais finalement, c'était beaucoup. Je me rappelle, c'était pendant une garde de nuit. Il fait froid, j'ai mon manteau. Aucune lumière nulle part. Et puis la Voie lactée brillante qui partage le ciel en deux. Et puis je me rends compte que moi tout petit, là, je suis scotché par la pesanteur sur la terre du désert. Mais c'est vraiment la solitude en face du cosmos. Le désert parle beaucoup. Eh bien, le désert parle beaucoup parce que il vous est d'apparence muette, mais il vous oblige à réfléchir sur pas mal de choses. Pour ne partir des choses les plus élémentaires, le désert vous fait mesurer le problème, la valeur de l'eau, la valeur de l'ombre, la valeur aussi de vos armes, il n'y aurait pas intérêt à les négliger. Et il vous permet aussi de naviguer, d'apprendre à naviguer. J'ai roulé loin dans le désert avec Rommel. Dans ma voiture, Rommel portait souvent une veste anglaise pour qu'on le prenne pour un officier anglais, au cas où il aurait été observé au télescope. Et pratiquement sans dire un mot, il indiquait la direction. Je l'ai vu pour la première fois, c'était à Tripoli. On nous a seulement dit, lui, c'est Rommel. C'est le commandant qui va être employé en Afrique pour stopper l'avancée anglaise. Parce que l'offensive italienne vers l'Égypte a échoué. The Italians have been moving in towards our lines. If they continue to advance, they are going to run smack into our artillery. Thank you, Corporal. Which I'm sure you all know what is going to happen. Ah, this is it, gentlemen. The game's about to begin. Rommel's on the move. His armoured divisions have been spotted down here. Ah, so he did choose the southern route after all. Things couldn't have been better. Rommel is going to go round Bir Hakeim and continue up this way north, where our 1st Armoured Division is waiting for him with the brand new Grant tanks that he doesn't know about. I think the Jerrys are in for a bit of a surprise. I hope they don't crush the Free French Brigade on their way. Well, Koenig and his boys have been itching for a fight. Now's the chance to show what they're worth. Let's hope they hold. Let's hope that we hold.
Comme simples soldats, nous ne savions pas ce que Rommel voulait faire avec ce mouvement de contournement. La marche de contournement a duré 3 jours. On a reçu l'ordre d'attaquer. Nous partons. Quel était votre bataillon? Le 8e bataillon, 132e régiment blindé, division Ariete, la division fantôme. Le 27, on s'est trouvé face à l'ennemi. Complètement. Moi ici, et toi tu es les gaullistes. Il y avait face au 8e bataillon tout de Gaulle en face. Le 27 au matin, nous avons vu arriver dans mon secteur un régiment de chars italiens. Ils pensaient qu'on s'était préparé à une attaque venant de l'ouest et que de le côté de l'est, on n'avait rien fait. Les Allemands ont bien contourné par le sud Mirachem, et en passant, la division blindée italienne Ariete a eu ordre de foutre en l'air Birakem. Ils avaient un quart d'heure pour foutre ça en l'air, parce que, évidemment, ça allait les gêner par la suite. Je les ai vus comme au cinéma, enfin. Je les ai vus. Il y avait les canons anti-chars, un mur d'acier, un vrai mur d'acier. Et chaque obus qui arrivait, c'était un char hors d'état. Ils ont résisté avec beaucoup de succès, mais nous les avons parfaitement affrontés. Les chars sont allés jusqu'au bout. Il y en a qui sont entrés dans la position. Il y en a beaucoup qui ont sauté sur les mines. Mais il y en a qui se sont fait détruire au canon, en particulier les canons du BIM. Alors c'est là que Ben Aïch, le premier obus qu'il a tiré, il n'est pas parti. Alors il a pris un écouvillon, il l'a sorti. Ils en ont mis un autre, le char est arrivé à 30 mètres, ils l'ont foutu en l'air. Il en a foutu 7 ou 8 comme ça. En avant, en avant. Et pendant qu'il disait d'avancer, un obus est tombé sur la tourelle et a touché le canonnier et le chargeur. Je suis sorti du char pour voir mon lieutenant. Il y avait 2 morts, Secchiaroli, le fameux Secchiaroli, et le chargeur. Moi, j'avais 3 blessés à bord. Ils perdaient du sang partout. Les pauvres Italiens, enfin, ils ont laissé des plumes là. En l'espace de 3h30, ils ont perdu 32 chars. Il faut dire que les chars italiens, contre des 75, ça pesait pas lourd. Je voudrais dire un mot là-dessus, c'est que c'était des troupes italiennes, on a toujours tendance un peu à sourire. Ça. Ces hommes ont été très courageux. Ils servaient une cause à laquelle ils ne croyaient pas. Ils avaient des chefs qui n'étaient pas à la hauteur de la situation, je pense à leur état-major. Ils étaient mal armés, mais ils étaient d'un grand courage. Il y a un colonel, comment il s'appelait, Persimone, qui a changé trois fois de char, et puis qui, à un moment, s'est aperçu qu'il avait devant lui, à 50 mètres, un canon de 75, et à 30 mètres à gauche, un canon de 47. Alors, il commençait
à vouloir sortir de son char. Une rafale de mitraillette lui a retiré un doigt. Et puis après, il agitait un mouchoir blanc avant de sortir. Tu sais comment est tombé Presti Simone? Tu as bien fait de demander ça. Presti Simone était le commandant du bataillon. Il était de Rome. Son char a été touché. Alors, il en a pris un autre. Et voilà qu'il est touché à nouveau. Presti Simone sort en feu. C'est les gaullistes qui l'ont éteint. Tu sais comment? Il tapait sur ses jambes car sa combinaison prenait feu. Et puis, l'homme a disparu. Je vois arriver un lieutenant-colonel italien qui portait la Légion d'honneur et la Croix de guerre de 14-18 et qui parle français parfaitement et qui me dit quand j'ai su que j'allais attaquer les Français, j'ai eu le cœur brisé car je me suis battu avec eux en 14-18. J'ai épousé une Française, mais je suis un officier de l'armée royale et je ne pouvais qu'obéir. Et donc on a eu un quatrième, on a pu jouer au bridge pendant quelques jours. Bien, bah alors après, bon, c'est l'euphorie. Ah oui, le moral était très haut. On était même étonnés de la facilité avec laquelle les Italiens avaient avancé puis reculé. Et si mes souvenirs sont exacts, il n'y avait pas de perte française. Alors, journée faste, cette bataille. Moment de repos, si j'ose dire. Les Allemands nous ayant laissés, si bien que pendant 2 ou 3 jours, il y a eu un temps mort. On a pu évacuer les blessés, évacuer les prisonniers et être ravitaillés. Ça, c'est la popote, on fait la popote. C'était le même menu, c'est-à-dire cornet de bif, potatoes, ou alors potatoes, ou alors légumes déshydratés, mais c'était toujours le même menu. Moi, je mangeais avec 2 ou 3 copains, chacun dans son coin, oui. Il n'y avait pas le mess, il n'y avait pas le réfectoire. On mangeait chacun sa petite boîte de corned beef, son sable, ses pommes de terre. Et puis, bon, il n'y avait pas de pinard. On s'est mis au thé. Quand je parle que nous, Français, on s'est mis au thé, c'est quelque chose de formidable. Voilà. En réalité, le désert était peuplé d'escargots. Et ça arrangeait bien les choses. Parce qu'on faisait cuire ces escargots, on les mélangeait à du riz ou à autre chose, et ça suppléait au manque de viande que nous pouvions avoir. Oui, non, là, c'est surtout l'eau qui a été un problème. Nous n'avions qu'1 litre d'eau par jour, quelquefois un peu plus. Mais c'est nettement insuffisant et ça me laissait toujours au fond de la gorge un goût salé et âcre. Et puis ça me faisait faire des rêves de bière fraîche dans les bistrots d'Alexandrie. Les Anglais nous disent, tout se déroule selon les prévisions, selon le plan initial. Les Allemands vont être en pleine retraite, il faut leur couper la retraite à Rotonda-Signali. Ils avaient installé, pas tellement loin de chez nous, une 20aine de kilomètres de Birakim, un camp de réparation. Il y avait là des chars, il y avait des voitures, il y avait des trucs, enfin bref, un beau gâteau. Et je me souviens que le capitaine du Sérénier, nous étions partis sans nous douter ce que nous allions rencontrer, on reniflait. Nous sommes tombés sur ce camp. On a mis le feu partout. Rommel a fini par dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de Birakem, là? C'est cette poignée de Français qui va nous embêter, là? Bien sûr, Rommel était énervé. Et évidemment, il a mis tout le monde sur l'offensive de Birakem pour tout détruire. La position à Birakem a été encerclée, on s'en doutait, et vraiment, on n'a pas paniqué. Voilà, les Allemands sont là.
Alors il y a eu les premières approches, les Allemands nous tâtaient un peu pour voir où était la résistance. C'est tout à fait logique et normal. Et en même temps, c'est très curieux, voulant pas perdre de temps, voilà que le général Rommel nous fait parvenir un très gentil message en disant, c'est pas la peine de vous insister, rendez-vous, tout se passera très bien. Rendez-vous, vous êtes fichus, on n'en parle plus maintenant. Et alors, Koenig les envoie balader, hein, leur dit non, fichez-moi la paix. Hein. Ils étaient 10 fois plus nombreux que nous, donc ils avaient 10 fois plus d'artillerie, 10 fois plus de tout. Ils avaient surtout les 88 qui étaient des trucs épouvantables. Les 88 qui étaient à la fois anti-chars et anti-aériens. On les entendait venir après qu'ils aient explosé, parce qu'ils allaient plus vite que le son. C'est-à-dire que l'obus va à plus de 1200 mètres à la seconde. Et ce bruit de départ, c'est un claquement comme une bouteille de champagne, mais une bouteille de champagne qu'on débouche, c'est musical, mais là, c'est pas du tout le cas. À partir d'un certain moment, ils ont commencé à nous envoyer des obus de 200 ou 210. Toutes les 2 minutes, on entendait le coup de départ et puis un long sifflement et un éclatement. Il y a des Stukas qui plongent, ça devient très, très dur. Quand vous avez une centaine d'avions sur le dos, hein. On entend les bombes qui tombent, et puis ça dure, on se dit, mais quand est-ce que ça va terminer, quoi? Et puis ça fait beaucoup de bruit aussi. Au mètre carré, c'était supérieur à Verdun en bombardement terrestre et supérieur à Stalingrad en bombardement aérien. Celle-là, c'est un bombardement pris de la position où on était. Notre position gênait terriblement et ils ont pensé d'ailleurs qu'avec les éléments aériens, ils pouvaient s'en sortir. C'est faux. Il fallait qu'une bombe tombe exactement dans le trou pour nous atteindre. On était terrés, on était dans la terre, on était planqués dans la terre. Alors dès que... Il m'est tombé une bombe d'avion on a mesuré après, 1,25 m de moi. Je me rappelle très bien parce qu'on se mettait sur le dos pour regarder, mais j'ai vu la bombe, si celle-là elle est pour moi. Il a raison, Nordman, oui. Parce qu'on voit bien les bombes tomber et on sait à peu près si elles vont vous tomber dessus. Et il paraît que, que c'est complètement sonné, je suis toujours d'ailleurs depuis. Et je me suis baladé, j'ai ramassé une boîte de, je crois que c'est confiture, marmelade, prévue pour je ne sais pas combien d'hommes, et que j'ai tout mangé. Le soir, ils ont réussi à m'attraper, me foutre sur mon plumard. Moi, je ne me rappelle pas. Les combats arrêtés à la tombée de la nuit. On ne se battait pas la nuit. C'est certainement un des facteurs qui nous ont permis de tenir. On dormait. Puis on était tellement fatigués. On n'avait pas besoin de berceuse. J'avais un pyjama de soie que je m'étais offert en Syrie. Là, que je remettais avec volupté. La nuit, c'est idéal. Oh, qu'est-ce qu'on dort?
et les Allemands aussi. Bon, il y a des endroits tout de même, il faut dire, où les Allemands essayaient de déminer et notre infanterie essayait de les empêcher de déminer. Donc il y avait des tirs de mitrailleuses là, et de mitraillettes. Oui. Si la nuit, on avait un besoin naturel, on sortait de la tente, mais on mettait des chaussures, parce que tous les 10 cm, il y avait un éclat d'obus par terre. On se demandait comment les gars pouvaient être encore vivants quelque part. C'est que des éclats. Eine Laterne und steht sie noch davor, so wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. On les a entendus chanter, oui. Lili Marleen. Et les Genêts ont entendu les paroles et nous les ont données, quoi. Ah, ça recommence dès que la brume se lève. Parce qu'il y a la brume le matin, jusqu'à 8h30, 9h. La brume, on ne voit pas. Donc, tant qu'on ne voit pas, on est tranquille. Le premier rebut du matin déchirait le ciel comme on entendait un bruit comme un couteau qui couperait du tissu. Alors après, ça y est, les avions arrivent, ils bombardent, l'artillerie reprend. Et alors, les bombardements ont redoublé d'intensité d'abord en passage, mais aussi en formations aériennes. À un moment donné, c'était les Stuka qui arrivaient, après ça, c'était les Junker 88, à un autre moment, et puis ça se renouvelait comme ça, tout le temps. We have to do something for them. Yes, but we are in a bit of a fix ourselves. Look at it this way. The more men Rommel puts at Bir Hakeim, the fewer he can send against us. Right now, the Free French are up against 20,000 Axis troops. Those poor chaps are never going to make it. They're being shelled from dawn till dusk. And bombed non-stop. The Luftwaffe have flown in 1,000 extra planes from the Caucasus. Very well. Tell the RAF to send in as many fighter planes as they can spare. Quand on voit un avion qui descend en flammes, alors c'est presque des cris de joie. Alors je peux vous dire une chose, il y avait les chiens. Oui, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des chiens avec eux. Bon. Ils adoraient les bêtes, bon, on avait toujours quoi leur donner à manger. Alors ces chiens, quand c'était les avions anglais qui passaient, ils se baladaient. Quand c'était les avions allemands, ils se foutaient dans les trous. Alors le meilleur moyen de reconnaître les avions, c'était ça. Je raconte une histoire que personne ne vous a raconté, ça. Ça, je vous le confirme. Le 6 juin, j'apprends que l'aspirant Rosenwald à la 4e batterie a été tué. C'était un de mes amis d'enfance. Et de le voir mort, là, ça m'a vraiment secoué très fort. C'est vraiment, la guerre a pris un autre sens à ce moment-là. Le lieutenant Dreyfus du CAC a réuni 9 autres juifs, on disait israélites à l'époque. Et il a dit le Kaddish, il était le seul à connaître le Kaddish, sous un bombardement, je me suis dit, alors, on va tous y rester. Et puis il n'y a pas eu un blessé. C'est extraordinaire. Je me souviens très bien de ça. J'étais très ému, très touché.
Quand c'est un ami d'enfance qui est tué et qu'on le voit mort, là, j'avais envie de lui crier « Réveille-toi » quoi. Ça m'est resté ça m'a beaucoup... Mais curieusement, je n'en voulais pas aux gens d'en face. Deux jours plus tard, on appelle en disant il y a un blessé à la 3e batterie. J'ai été blessé précisément parce qu'à un moment donné, je devais donner un ordre à une pièce. J'ai dû me déplacer à pied et c'est à ce moment-là que les Allemands ont tiré. Il a eu un obus fusant de 155, je crois, 155, qui lui a coupé la jambe. Mais une plaie énorme, en biais comme ça. J'ai reçu un choc, et puis ma jambe était tranchée. Ça a fait mal un peu sur le coup, mais ma réaction était d'être étonné par le fait que la jambe se trouvait perpendiculaire à l'autre jambe, et que finalement la douleur n'était pas du tout la même que je croyais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? J'ai été étonné. Et c'est Jean-Mathieu Boris et Ravix qui l'ont pris, qui l'ont garrotté, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Quoi. Avec Ravix, on lui fait un garrot très haut, très haut. Et on l'enveloppe dans une couverture. Et en même temps, il y a des obus qui continuent de tomber. Quand j'ai su qu'il avait perdu une jambe, j'ai été le voir et il m'a dit « Veux-tu pas faire cette gueule de circonstance ?» C'était tout de même désagréable de voir son copain avec une jambe de moins. « Veux-tu pas faire cette gueule de circonstance ?» Ah, le Gérard. J'ai eu la chance d'être blessé relativement légèrement, parce qu'une jambe... J'étais dans un passage, et mon brancard gênait. Et il y a un camarade qui passe qui dit « Oh, il gêne celui-là, il faut le mettre ailleurs. » Et on m'a mis dans un deuxième trou. On me met dans le deuxième trou, et dans la même minute, il y a un obus qui tombe, et qui tombe sur l'ancien trou où j'étais, et bousille tous les camarades où je me trouvais avant. Alors là, moi je suis d'accord, vous avez eu de la chance. Je prends sa place à la batterie comme lieutenant de tir. Et là, pendant donc 2 jours, je suis soumis à des tirs d'artillerie allemands. Il y a même à un moment donné un Stuka qui plonge. Il descend très très bas. Je crois voir la tête du pilote. Et la bombe tombe à côté de mon trou, tout près. Je suis enseveli et assommé. Et bon, mes canonniers me dégagent. Je suis sans mal, quoi. But they need our support. They do. But we had Tobruk to save. Rommel himself is in Bir Hakeim now, leading his troops, 35,000 of them. That's 10 to 1. How on earth do you expect the Free French to survive? I don't know. I don't know. But they astonished us once. We might be in for another surprise. Those French boys are tough. Tell them they're on their own. Nous avions 2 solutions, où nous pouvions nous rendre, où nous pouvions sortir. Bon, il est bien évident qu'il n'était pas question pour nous de nous rendre. D'abord parce que ça ne correspondait pas à notre tempérament, c'était évident.
Ça n'est pas ce que vous désirez le commandement, ce que voulait le général Koenig. Ça n'était pas ce que souhaitait De Gaulle. Hein. Il y a 3 cercles à ce moment-là. On est très conscient d'être vraiment en état de siège. Ils ont commencé par s'installer à 8 ou 9 kilomètres, et ils se sont rapprochés au fur et à mesure. Ils ont fini par être tout près. Ils ont été tellement près qu'on tirait trop loin, nous, avec nos canons. Ils étaient rentrés au nord-ouest et ils avaient complètement ouvert, déminé le champ de mines. Sur ces positions, alors il y avait contact avec les Allemands. Et sur ces positions, ils ont été assaillis. C'est là d'ailleurs que, paraît-il, le général Rommel lui-même, dans la tradition de l'armée allemande, avait mené un combat d'infanterie. Dans certaines situations, Rommel était toujours en première ligne. Rommel n'avait jamais peur. Jamais. Cela nous étonnait. Alors c'est là où était Mesmer et où il a rendu un très très grand service à la défense de la position. Parce qu'il avait l'intelligence, il avait le courage et la détermination. Bon, ça fait beaucoup. Et il a tenu dans un secteur qui était très difficile, jusque dans la sortie, au moment où il avait été amené à sortir de Bir Hakeim. Et là-dedans, il y avait 2 types qui ont survécu. Il y en a un qui avait dit « Je ne serai jamais prisonnier des Allemands ». Il a pris son mousqueton, il s'est foutu une balle dans la tête. Et puis l'autre, il était arrosé de sang, les Allemands sont arrivés, ils ont regardé ce qu'il y avait, ils ont jugé que tous les types étaient morts. Lui n'était pas mort. La nuit, il s'est déminé, il a rejoint les lignes. Je croyais qu'on allait être libérés par les Anglais. Mais bon, ils vont faire une contre-attaque, ils vont venir nous sortir de là. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais eu le moral. Vous savez, on est jeune, on pense que les choses vont s'arranger, quoi. On est encerclé, on est encerclé. On essaiera de s'en sortir. Comment, j'en sais rien. Il n'y avait rien de prévu. De Gaulle a été très inquiet. Il a été très inquiet parce qu'il s'est dit, ils sont soumis à des bombardements intenses. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir? Est-ce que ça va terminer en charpie? Ce sont mes troupes. Car qu'est-ce que c'était que l'armée française à cette époque-là dans la bataille? C'était pas encore la première division française libre, mais c'était les 2 brigades de la France libre qui avaient là. Et si jamais nous avions cédé d'une manière ou d'une autre, ça en était fini de la France libre. Le général de Gaulle était dévalorisé et les Anglais, ils manquaient, les Américains disaient bon, à la gare, terminé. Non, on ne saura pas. Their position is useless now. And they've held way beyond their mission. Good. Let them know they can withdraw from Bir Hakeim. But how are they supposed to do that? They're surrounded by 3 concentric circles of very annoyed Axis troops. Il a fallu 48 heures quand même pour organiser ça. Se dire, on partira tel jour, ou plutôt telle nuit. Il n'est pas question de sortir le jour, bien évidemment. Et puis, par quelle 7 heures va-t-on sortir? Alors, on est sorti du côté du bataillon du Pacifique, c'était vers le sud-ouest. Bon. Et nous savions ce que nous devions faire. Il fallait prendre la direction qu'on nous avait indiquée. C'est là, nous avait dit, azimut 213, c'est cette direction-là. Le foutoir, ça a été la sortie. Parce que la sortie, on nous a donné des angles. Mais on n'avait pas de boussole. Alors, un type qui n'avait pas de boussole et qui n'avait pas d'angle, ah ben, moi, après, je me suis toujours débrouillé pour avoir une boussole. Moi, mon problème, c'est au moment de l'évacuation. Hein. Mon problème à moi, c'était d'embarquer mes Tahitiens. Je voulais les embarquer sur des camions, de façon à les évacuer. On a commencé à se rendre vers l'endroit où il y avait la sortie. Et la sortie, qui aurait dû avoir 20 ou 30 mètres de large, malheureusement, on n'avait pas pu enlever les mines pour diverses raisons, ce qui fait qu'il n'y avait plus que 5 mètres de large, ce qui fait qu'il y avait la queue pour sortir en camion.
On est sorti au milieu des champs de mines. Et beaucoup de véhicules ont sauté sur les mines. Ça a alerté les Allemands qui se sont dit il y a quelque chose. Et alors ça a commencé à être un spectacle féerique de balles traçantes, de fusées éclairantes. C'est extraordinaire comme spectacle. Et là, c'était quand même un peu la pagaille, dans la mesure où dans la nuit, au gré des feux, ça s'était un peu disloqué, si vous voulez. C'est bien qu'on en revenait à des entreprises individuelles, dans une sortie. Le premier que j'ai eu, c'est assez rigolo. Je ne l'ai pas vu, lui, j'ai vu le museau de la Schmeisser, l'excellente mitraillette allemande. Et puis l'imbécile qui portait ça, qui devait être une jeune recrue, m'a lancé Verda. Je dis, bon, ça, mon coco, il n'y a pas de problème. Hein. Alors le pauvre type, il a ramassé une 9 mm de bien de chez lui, au bout portant, et j'étais entraîné au tir à la ceinture. Ça je l'ai vu filer dans l'ombre, parce que ça a craché après. Vous pouvez passer les balles traçantes comme ça, je me dis c'est pour moi, non c'est pas pour moi, donc c'est pour les types derrière. J'avais une vingtaine de gars couchés en sardine dans le camion. À la lumière des fusées et tout ça, je vois un type qui court avec le visage plein de sang. Alors je fais arrêter l'AM, je l'aide à se hisser et je lui dis, il me dit qui êtes-vous? Ben, je lui dis aspirant Boris, premier RA, et il me dit, je lui dis et toi? Il dit je suis le colonel Masson. J'ai failli le laisser tomber parce que je l'avais tutoyé. Et c'était l'adjoint de Koenig. Et bon, je l'ai ramené, quoi. On m'a mis ça dans ma citation, je n'avais pas grand mérite, mais enfin bon. C'est là que dans la brume du matin, j'ai vu passer un camion qui n'avait plus de bâche, aucun camion avait de bâche. Et il y avait un gars qui se tenait à la ridelle. Et on voyait visiblement qu'il n'avait qu'une jambe. Et en passant à côté de moi, j'ai entendu « Roger, on n'ira plus avec du 75 maintenant, on ira avec du 155 ». Il ne vous le racontera pas. Quand il a été foutu dans l'ambulance, celle de Théodore a été touchée par un obus et elle n'a pas pris feu. C'est là que Gérard dit qu'il a eu de la chance. Une de ses chances, son ambulance n'a pas pris feu. Alors il s'est tortillé sur son brocard, il a ouvert la porte et il est descendu au milieu des tirs de mitrailleuses au ras du sol qui s'étaient déclenchés à ce moment-là. Et à ce moment-là, les autres sont sortis. Il a dit, excusez-moi d'être sorti le premier, j'ai cédé à un mouvement de panique. Et puis j'ai vu à un moment les trois petites loupiottes rouges en triangle. Ça y était. Et nous sommes arrivés à l'endroit où les Anglais nous attendaient. On boit toute leur eau. Je me souviens très bien, ils avaient des bidons d'1 gallon. Un gallon, c'est 4 litres à peu près. Et on s'est précipité dessus. Ils étaient affolés, mais ils nous ont laissé faire. Ensuite, je me suis effondré, paraît-il, endormi. On m'a transporté dans un camion. Il paraît que j'ai dormi près de 24 heures. Ils nous ont donné à manger. Ben, toujours le même menu. Le cornet de bif, les biscuits. Les Anglais avaient mis le thé. On était hirsutes. On ne se reconnaissait pas. On se présentait comme un tel. Je te félicite d'être sorti de là. Mais nous nous rassemblions, je voudrais dire, avec une mentalité de vainqueur. Voilà. À aucun moment nous avions songé, comment dirais-je, à la défaite. D'ailleurs, tout le monde l'a ressenti de cette façon-là. Quoi que nous soyons, comment dirais-je, légionnaires, gens du Navy, artilleurs, infanterie coloniale et autres, mais ça a été, nous étions gonflés à bloc.
gonflés à bloc. Oui. Et puis après, bon, on réalise qu'il en manque. Hein. On a tout de même perdu, dans cette bataille de Bir Hachem, on a dû en perdre 900, hein, quelque chose comme ça. On a perdu la moitié de l'effectif. En fait, au total. Parce que les chiffres là sont de l'ordre de 1700. Il y a 900 officiels. Mais il y a en fait beaucoup plus que ça. 2-3 jours après, quand nous étions vraiment en sécurité, il y a eu l'appel des morts. Alors le capitaine m'avait demandé de parler pour les disparus et pour les morts. Alors, il disait « Russo, présent !»« Simonet, présent !» Manonga. Alors moi je disais « Mort au champ d'honneur !» Ensuite, De Pézère, mort au champ d'honneur. Silva, disparu. Mort au champ d'honneur. Mort au champ d'honneur. Disparu. Mort au champ d'honneur. Je suis au cimetière de Tobruk. J'étais très curieux de passer, de voir les tombes de camarades. Allô? Oui, ben je passe et je vois les tombes de mes camarades qui sont morts à Bir Hakeim. C'est assez émouvant. Voilà, je voulais te le dire. La presse égyptienne avait suivi l'affaire, mais de façon avec des titres, des manchettes terribles. Les Français sont à Bir Hakeim, ils ont été attaqués, les Français tiennent, ils tiennent toujours, ils tiennent encore. Non, Rommel n'arrive pas à passer. Et puis, le dernier, ils sont sortis de Bir Hakeim, ils ont de vive force. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça a été. J'ai vu, je vous dis ceci. Rentrant en Égypte, j'ai vu des hommes et des femmes se mettre à genoux et embrasser la trace de nos camions ou nos véhicules. Je me revois encore être obligé de freiner parce qu'une femme était là, à genoux, à embrasser la trace de la voiture qui me précédait. Oui, sur le point controversé de Bir Hakeim est-il une victoire ou une défaite? Eh bien, il y a plusieurs aspects à la question. D'abord, c'est un fait d'armes glorieux. C'était non seulement un fait d'armes glorieux, mais c'était aussi un succès tactique décisif. Et pourquoi? Parce que nous avons retenu Rommel pendant 15 jours, et s'il n'avait pas perdu ces 15 jours qu'il n'a jamais pu rattraper, il aurait pu arriver à El Alamein avant que les Anglais n'aient pu y établir leurs 5 ou 6 divisions qu'ils avaient fait venir d'Arabie Saoudite, de Syrie, de Palestine et d'Égypte. Et donc c'est un succès stratégique décisif. Mais c'est évidemment pas une défaite. Gentlemen, Monty's plan has succeeded beyond our wildest dreams and Rommel is now on the run. And the Americans have landed in Algeria and Morocco. Rommel is cornered like a rat. This is the end of the Africa Corps. Let's drink to that. Three cheers for the king. Hip, hip, hip! Hooray! Hip, hip, hip! Hooray! Hip, hip, hip! Hooray! God save the king. And God save Monty. For he's a jolly good fellow, For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, and so say all of us. Je me dis, s'il fallait résumer ta vie, c'est quoi? C'est mon aventure de la France libre. Ce que j'ai pu faire après, comme ministre, par exemple. Cette expérience-là m'a servi. Mais ça n'a aucune valeur au regard de ce que j'ai pu traverser et vivre. On a fait notre métier comme dit l'autre. Oui. Sauf que je suis tombé, il est haïtien. Pourquoi il est haïtien non plus, je ne sais pas.
Est-ce qu'ils étaient obéissants? Oui, ils étaient obéissants. Ce qu'il y a, c'est que j'ai mis très longtemps à en parler à mes enfants. Il doit y avoir quelque chose, psychologiquement, qui fait que on ne parle pas de sa guerre. On en est fier, mais on n'en parle pas. Je le dis souvent à ma femme, je crois que la chance a une grande part dans notre destinée. La chance, les circonstances, les gens qu'on rencontre, les décisions qu'on prend. Et je ne regrette pas, je crois que ça valait la peine. On peut dire ça quand on en est sorti. Je suis allé à la campagne récupérer ce qui allait être ma femme plus tard. C'est un beau roman d'amour. Mais tu sais, on t'interroge plutôt sur Birakem, Gérard. Le fanion, c'est un fanion. Normalement, c'est le plus décoré qui porte le fanion. Alors, c'était vous le plus décoré? Je crois, oui, oui. Bon. Oui. C'est bon de le savoir. Il me regarde, le général. Ensuite, ça sera mon tour d'être décoré de la Croix de la Libération. Voilà, c'était un moment solennel. J'étais fier d'avoir le général de Gaulle en face de moi. Donc c'est quoi tout ça? La Légion d'honneur, médaille militaire, le mérite, croix de guerre, médaille de la résistance. Je ne sais plus, ça doit être des engagés volontaires, c'est un peu tout, moi. Et tout ce qui existe. J'ai la médaille coloniale ici, avec 3 agrafes. Libye, Birakem, Tunisie. Et puis ça, c'est la médaille du travail. Oui, parce que la médaille coloniale, maintenant, elle est partie tout à fait derrière. Présomptueux le hautain Rommel, à part 3 fois 100 000